Deux jeunes hackers nostalgiques de Dofus décident de créer leur propre serveur illégal. Ce qui devait d'abord être un projet entre amis devient rapidement un empire numérique clandestin, jusqu'au jour où tout bascule. Une lumière pulse faiblement derrière une fenêtre. Dans la pénombre d'une chambre tapissée de posters défraîchis, le cliquetis d'un clavier fend le silence. Assis devant son écran, Maxime scrute des lignes statistiques. Ses yeux, rougis par des nuits sans sommeil, s'écarquillent soudain. Mec, on a explosé les 30 000 joueurs. Sur le lit, Hugo bondit comme un ressort et déboule jusqu'à l'écran. Son regard s'illumine. Les deux hommes se regardent, ils n'en reviennent pas. Ils l'ont fait. K-Paradise, leur serveur clandestin, vient de franchir un cap inimaginable. Ils rivalisent désormais avec les serveurs officiels de Dofus, ce jeu qui avait bercé leur enfance avant d'être métamorphosé par une version 2.0 que personne n'avait demandé. Là où d'autres joueurs avaient tourné la page, eux avaient décidé de la réécrire. Ce qui n'était au départ qu'un simple projet entre potes, une sorte d'hommage codé à leur nostalgie, s'était transformé en un empire invisible, une entreprise parallèle non déclarée, mais bien réelle. L'argent avait suivi, les joueurs payaient pour des bonus et les sponsors chuchotaient des offres. Le serveur battait son plein chaque jour, chaque nuit, sans répit. Et puis ce soir-là, tout changea. Un simple email, objet, mise en demeure, infraction au droit d'auteur. Expéditeur, cabinet d'avocat, Le Moine et Associé. Destinataire, Maxime. Le sang se retire de ses joues. Hugo se penche, lit par-dessus son épaule et leur euphorie s'évapore. Les mots défilent implacablement. Contrefaçon, exploitation illégale et détournement de revenus. Montant réclamé, 250 000 € d'amende. Un chiffre irréel pour les deux hommes, un vrai coup de massue. Ils sont pris, repérés, poursuivis. Les deux hommes entrent alors dans une psychose. K-Paradise est devenu trop gros, trop visible. Leur rêve s'effrite et le piège se referme. Ce soir-là, ils viennent de comprendre que dans l'univers virtuel, tout n'est pas permis. Et que parfois un seul clic peut tout faire basculer. Lorsque le serveur s'éteint, un monde entier cesse de tourner. Mais avant la chute, avant les menaces, il y a eu une naissance. Silencieuse, presque anodine, comme toutes les grandes révolutions. Maxime et Hugo n'avaient jamais eu l'intention de défier une industrie. Ils voulaient juste retrouver un territoire perdu, où Dofus 1.29 était leur royaume. Quand Ankama lança la version 2.0, il ne reconnut plus rien. Les graphismes, les mécanismes, l'équilibre, tout avait changé. Trop vite, trop brutalement. Ils n'étaient pas les seuls, partout sur les forums, dans les groupes privés, une même plainte revenait, ce n'est plus le même jeu. Et c'est là dans les failles ouvertes par la frustration que quelque chose germa. Une idée, un projet, une renaissance. Dans leur chambre transformée en cockpit numérique, Maxime au clavier et Hugo au code, ils ressuscitèrent leur monde. Ligne après ligne, ils répliquèrent chaque pixel, chaque animation, chaque fragment de gameplay. Ce n'était pas un simple copier-coller, c'était un acte de mémoire, une archive vivante reconstruite de leurs mains. Le jour où ils lancèrent K-Paradise, personne n'était connecté. Juste deux, explorant les plaines d'Astrub comme autrefois, s'amusant à retrouver chaque détail. Mais très vite la rumeur enfla. Des anciens revinrent, des nostalgiques et des curieux. Puis vinrent les passionnés, les exclus, les bannis des mises à jour. En quelques semaines, le serveur devient un refuge. En quelques mois, une forteresse. Mais ce n'est pas qu'un abri, c'était un phénomène. Leur création s'est divisée car elle répondait à un besoin que les studios avaient ignoré, l'authenticité. K-Paradise ne promettait pas l'innovation, il offrait le souvenir d'un jeu aimé. Et dans ce geste rétroactif, il proposait quelque chose de submersif, une alternative, un autre chemin hors des rails officiels. À mesure que les connexions augmentaient, le serveur se transformait. Il fallait optimiser, sécuriser, monétiser. Les dons affluaient, les systèmes de récompense se mettaient en place. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, Maxime et Hugo n'étaient plus deux passionnés dans leur chambre, ils étaient devenus les administrateurs d'un empire souterrain. Mais à chaque nouveau joueur, à chaque nouveau euro gagné, à chaque ligne de code clonée, le compte à rebours s'accélérait. Ils ne le savaient pas encore, mais K-Paradise n'était plus un souvenir, c'était une provocation pour Ankama. Plus un serveur parallèle grandit, plus il devient visible. Et dans l'univers du jeu vidéo, la visibilité est une malédiction.
À mesure que Kai Paradise attirait de milliers de joueurs, Maxime et Hugo entraient dans un terrain inconnu, celui des clandestins qui deviennent trop influents pour rester tolérés. Car dans ce monde virtuel, tout le monde regarde. D'un côté, il y a les éditeurs officiels, ces géants tapis dans l'ombre, Ankama, Riot, Blizzard, pour qui chaque ligne de code répliquée est un affront, une perte, une menace. De l'autre, une armée de joueurs de plus en plus nombreux qui désertent les serveurs certifiés pour rejoindre ces sanctuaires interdits. C'est une guerre silencieuse en quelque sorte, un duel sans fin entre contrôle et liberté. Maxime commence à le comprendre quand leur serveur subit sa première attaque. Un blocage massif, un assaut DDoS en pleine nuit. Il pense d'abord à un concurrent jaloux, mais Hugo est plus lucide. Ils nous ont repérés. La paranoïa s'installe, l'hébergement change, ils basculent sur des serveurs offshore, encryptent les connexions, utilisent des VPN en cascade. Leur passion devient alors une stratégie. Leur chambre, une base d'opération ou un studio de jeux vidéo en quelque sorte. Mais ce jeu du chat et de la souris ne se joue pas seulement derrière les écrans. Il s'insinue dans leur quotidien. La peur d'un contrôle fiscal, l'angoisse de recevoir une assignation. Pendant ce temps, les grandes entreprises, elles, affûtent leurs armes. Elles infiltrent les communautés, engagent des experts en cybersécurité, récupèrent des preuves, des adresses IP, des noms. Et quand elles frappent, c'est chirurgical, froid et légal. Ce que Maxime et Hugo découvrent, c'est que dans cet univers, il n'y a pas de statut intermédiaire. Soit on est l'officiel, soit on est l'hors-la-loi. Et dans ce royaume numérique où les règles sont écrites par ceux qui possèdent le jeu, la moindre faille devient un piège. La moindre victoire, un risque. Ils pensaient avoir construit un monde, en réalité, ils ont posé le pied sur un champ de mines. Ni le succès, ni l'argent. Au départ, c'était quelques euros, des dons de joueurs reconnaissants, juste assez pour payer l'hébergement. Peut-être une nouvelle carte graphique, rien d'excessif. Mais très vite, les chiffres ont explosé. Les dizaines de revenus sont devenus des centaines, puis des milliers. Kai Paradise ne faisait pas que de séduire, il engrangeait l'argent. Maxime en parlait à demi-mot, comme si le simple fait de le dire à haute voix allait rompre le charme. Hugo, lui, avait les chiffres. Taux de conversion, répartition des achats, panier moyen. Ils avaient construit une économie parallèle à celle d'Ankama. Dans l'ombre et sans le vouloir, ils étaient devenus les PDG d'un business illégal. Ils n'avaient rien volé, non, pas directement, mais chaque pièce d'or vendue, chaque équipement exclusif proposé contre quelques euros, chaque transaction était une brique de plus dans l'édifice fragile de leur illusion. Et avec l'argent vinrent les excès. D'abord des plaisirs simples, du matériel dernier cri, des petits cadeaux, des petits restos. Puis la machine s'emballa. Limousine pour un soir, boîte de nuit, abonnement hors de prix. Ils avaient 20 ans et le monde à leurs pieds. Le serveur tournait 24/24, la communauté grandissait et l'argent tombait. Ils avaient touché quelque chose de rare, l'euphorie du pouvoir, l'illusion de l'impunité. Mais ce genre d'histoire ne dure jamais. Un matin, Maxime s'est réveillé avec une migraine atroce et un compte PayPal gelé. Le mail d'alerte était alors clair. Activité suspecte. Le même jour, Hugo reçoit une notification d'hébergement, demandant le retrait de contenu pour atteinte aux droits d'auteur. Ce n'était plus des signes, c'était des frappes. Et puis ce fameux mail, celui qu'on n'ouvre jamais sans trembler. Celui qui contient des mots comme mise en demeure, ou contrefaçon, ou encore 250 000 €. Les deux hommes se regardent, plus de musique, plus de rire. Plus de serveurs. En quelques lignes, leur empire s'effondre. Maxime serre la mâchoire, Hugo ne dit rien. Ils réalisent enfin ce qu'ils sont devenus. Pas des rebelles, non. Pas des héros non plus. Mais deux jeunes adultes face à une industrie qui les observe depuis le début et qui a décidé que la partie était terminée. Les serveurs parallèles comme Kai Paradise ne sont pas nés pour nuire. Ils sont nés d'un manque, d'un refus ou encore d'un besoin. Ils ne volent pas, ils conservent, ils ne copient pas, ils ressuscitent. Mais aux yeux de l'industrie, cette distinction n'a pas d'importance. Pendant des années, les studios ont regardé ces initiatives de loin. Tant qu'elles restaient dans l'ombre avec quelques dizaines de joueurs, elles n'étaient que des anomalies. Tolérées, parfois même ignorées. Après tout, elles contribuaient à maintenir en vie une culture, à fidéliser des communautés. Mais le jour où un serveur devient rentable, il change de nature. Il n'est plus un hommage, il devient une menace.
Et ça, Ankama l'a compris précédemment avec le serveur Arcanic qui était devenu trop visible. Il proposait des options inédites, des améliorations que le jeu officiel n'avait pas osé intégrer. Arcanic était plus qu'un clone, c'était une version évoluée du jeu officiel. Et ça, Ankama, c'était vraiment une alerte rouge pour lui. Procès, fermeture, amende. L'affaire fit du bruit, beaucoup de bruit. Un avertissement lancé à tous les autres. On vous voit. Maxime et Hugo avaient entendu parler d'Arcanic comme une légende urbaine. Une histoire qu'on raconte sur Discord avec une pointe d'admiration et un soupçon de peur. Ils n'avaient pas compris que leur propre serveur était en train de suivre la même voie. Et pourtant, tout aurait pu être différent. D'autres studios comme Mojang avec Minecraft ont choisi une autre voie. Ils ont intégré les serveurs communautaires à leur modèle économique. Louer un serveur, personnaliser l'expérience, rester dans le giron officiel tout en laissant une marge de liberté. Une symbiose pensée comme un compromis. Mais tous ne jouent pas le même jeu. Blizzard, Riot et Ankama, ces géants préfèrent contrôler. Ils préfèrent verrouiller, sanctionner, dissuader. Pour eux, chaque serveur parallèle est un parasite qui fragilise leur autorité. Peu importe que ces communautés soient nées par passion. Peu importe que des milliers de joueurs y trouvent ce qu'ils n'y trouvent plus ailleurs. Pour Maxime et Hugo, la réalité est crue. Ils n'ont jamais été vus comme des créateurs, seulement comme des infracteurs. Et maintenant que Kai Paradise est devenu trop gros, ils ne peuvent plus compter sur l'oubli. Ils sont dans la lumière. Et dans ce monde, la lumière brûle. Il y a des lois écrites, gravées dans les codes, dans les règlements, dans les tribunaux. Et puis il y a ce que l'on ressent, ce que l'on croit juste et ce qu'on est prêt à défendre. Maxime et Hugo ne se sont jamais perçus comme des criminels. Ils n'ont braqué personne, ils n'ont piraté aucun compte bancaire. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par amour d'un jeu, par fidélité à une version oubliée, par respect pour une époque que les studios avaient selon eux trahi. Mais la ligne est fine entre hommage et violation. Très très fine, presque invisible. Car dès qu'un euro entre dans l'équation, la passion devient commerce. Et le commerce sans autorisation, c'est l'exploitation. Le piratage et l'illégalité. Les visages de l'ombre sont multiples. Il y a ceux comme Maxime et Hugo qui commencent petits avec sincérité et qui se laissent aspirer par le succès. Il y a aussi ceux qui restent dans l'ombre volontairement, refusant tout gain et n'acceptant que les dons. Puis il y a aussi les cyniques, ceux qui montent des serveurs comme on lance une start-up, qui investissent, publicisent, embauchent et qui n'ont que faire des droits, tant que les profits tombent. Mais dans cette constellation, une chose reste vraie, tous partagent le même point de départ. Un jeu, un souvenir, une envie de refaire vivre ce qui a été perdu. Et si les studios brandissent la loi pour défendre leur propriété, les joueurs, eux, brandissent la morale. Ce n'est pas du vol, c'est de la sauvegarde. Mais à qui appartient un monde virtuel? À celui qui l'a codé ou à ceux qui l'ont habité, aimé et fait vivre? Et puis, il y a les victimes invisibles, les joueurs eux-mêmes. Certains se font piéger par des modèles économiques douteux, des serveurs qui promettent l'équité mais vendent la victoire. D'autres investissent temps et argent dans des univers qui disparaissent du jour au lendemain, effacés par une plainte ou une descente juridique. Leur fidélité est souvent exploitée, leur voix rarement entendue. Alors faut-il tout interdire ou tout encadrer? Faut-il punir les serveurs parallèles ou les intégrer, les réguler, les transformer en incubateurs d'idées? Maxime et Hugo n'ont pas la réponse, mais ils savent une chose. Ce qu'ils ont créé, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont ressuscité. Et si c'est un crime, alors ils ne sont pas les seuls coupables. Et tout s'efface. Kai Paradise n'existe plus. Plus de bases de données, plus de comptes, plus de monde virtuel où se croisent chaque jour des milliers d'avatars. Maxime regarde l'écran, figé. Un silence étrange remplit la pièce. Trop calme? Presque irréel? Hugo assis derrière lui ne dit rien. Ils savent ce que ce clic représentait. La fin. Pas juste celle d'un serveur, mais la fin d'une époque. Pendant des mois, ils ont vécu dans ce monde parallèle, avec ses règles, ses dangers et sa fièvre. Ils ont construit un univers, ils l'ont peuplé, ils l'ont entretenu jour et nuit. Et puis, ils ont dû le tuer.
Par peur, par obligation et par lucidité. Dans les jours qui suivent, la vie reprend, du moins en surface. Le quotidien reprend ses droits. Les cours, les amis, les parents qui ne savent rien. Mais un vide demeure, une absence étrange comme un deuil invisible que personne ne comprend. Ils avaient été bâtisseurs d'un royaume, et les voilà redevenus anonymes. Certains anciens camarades leur envoient des messages, des mots tendres, des souvenirs. D'autres leur demandent s'ils comptent revenir ailleurs, sous un autre nom, mais ils savent que ce serait une folie. La surveillance est partout. La justice ne pardonne pas deux fois. Et pourtant. Un soir, en ligne, Hugo pose la question qui les hante tous les deux. Alors, tu regrettes? Maxime hésite. Il repense aux nuits blanches, aux crises de panique, à l'argent volé, mais aussi aux forums en effervescence, aux mises à jour réussies et aux messages de gratitude. Mais Maxime finit par répondre « Non. Je regrette juste la fin. » Quelques années passent, le monde change, le cloud gaming s'impose, les studios verrouillent leur plateforme et les anciennes versions deviennent inaccessibles. Les serveurs parallèles se font rares, plus discrets, plus techniques. Mais ils sont toujours là quelque part. Et puis un jour, un message inattendu. Un ancien joueur devenu développeur chez un grand studio. Il a reconnu leur travail, leur nom, leur style. On aurait besoin de gens comme vous. Maxime reste un moment figé devant l'écran, puis un sourire se dessine sur son visage. Et si tout cela n'était pas une erreur? Peut-être que les mondes parallèles finissent toujours par rejoindre la réalité. Et que même dans l'ombre, certains rêves finissent par trouver la lumière.